Dieu! Ah! 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 Le village de Candéa était différent de tous les autres. Des serpents vivaient partout. Ils rampaient dans les concessions, dormaient sous les arbres, se glissaient dans les maisons. Personne ne les tuait. Jamais. Les habitants croyaient que ces serpents étaient des protecteurs envoyés par les ancêtres. Ils étaient sacrés. Si quelqu'un tuait un serpent par accident, tout le village organisait des funérailles. On pleurait. On priait. On enterrait le serpent comme un être humain. Mais tuer un serpent volontairement? Et pire encore, le faire en tant qu'étranger. C'était la plus grande abomination possible. Un mercredi après-midi, alors que le soleil était encore haut et que la poussière rouge du chemin collait aux sandales, Laurent ramena Mina au village pour la première fois. Il marchait devant, sûr de lui, heureux de montrer d'où il venait, tandis que Mina regardait autour d'elle avec curiosité, car elle venait d'un autre endroit, un lieu où les règles étaient simples, où un serpent était juste un danger à éliminer sans réfléchir, sans question, sans symbole. Là-bas, on frappait, on tuait, et on continuait sa route. Mina avait grandi avec cette idée, naturelle, évidente, presque instinctive. Laurent, lui, avait grandi ici, entre les arbres, les sentiers et les histoires racontées le soir, mais depuis longtemps, il vivait en ville, il avait étudié, travaillé, appris à penser vite, à parler fort, à oublier lentement. Les traditions s'étaient éloignées de lui comme un vieux souvenir flou. Il savait qu'elles existaient, mais il ne les portait plus en lui, et surtout, il avait oublié une chose essentielle, une chose simple, mais grave. Il oublia de prévenir Mina à propos des serpents, n'y pensa même pas. Pour lui, ce n'était plus qu'un détail du passé. Quand ils arrivèrent devant la maison familiale, les parents de Laurent accueillirent Mina avec chaleur, sans méfiance, sans dureté. Sa mère sortit aussitôt, le visage ouvert, le sourire sincère. Elle prit Mina par la main, la fit entrer, lui parla doucement, puis alla préparer son meilleur repas, celui qu'on réserve aux invités importants, pendant que le père de Laurent s'assit avec eux, posa des questions simples, demanda d'où elle venait, ce qu'elle aimait manger, comment s'était passé le voyage. Il souriait, plaisantait, riait même. L'atmosphère était légère, presque joyeuse. Mina se détendit peu à peu, elle mangea, remercia, répondit, observa, elle se sentit à l'aise, comme si elle avait toujours été là. Elle regardait ces gens et se disait en silence que ses parents étaient gentils, qu'ils semblaient honnêtes, ouverts, respectueux. Elle pensa alors, sans hésiter, avec une confiance tranquille, ces gens seront de bons beaux-parents. Elle ignorait encore qu'un simple oubli, une seule phrase non dite, allait bientôt transformer cette première impression en un souvenir lourd, impossible à effacer. Le lendemain matin, Mina se leva très tôt, bien avant que le village ne soit vraiment éveillé. L'air était encore frais, le ciel pâle, et le soleil commençait à peine à sortir derrière les arbres. Mina voulut bien faire, montrer qu'elle n'était pas paresseuse, qu'elle savait aider, qu'elle respectait la maison qui l'accueillait. Alors elle prit un vieux balai appuyé contre le mur et commença à nettoyer la cour lentement, enlevant les feuilles, la poussière, les petites branches tombées pendant la nuit. Elle se sentait utile, presque fière de participer. Alors qu'elle avançait vers le mur de la maison, son regard se posa soudain sur quelque chose qui bougeait légèrement. Son cœur se serra une seconde, puis elle vit clairement un gros serpent brun, épais, long, enroulé calmement près du mur, immobile, comme s'il dormait. Mina se figea juste un instant, puis tout ce qu'elle avait appris ailleurs revint d'un coup. Chez elle, un serpent n'était jamais un symbole, jamais une histoire, c'était un danger, un risque, quelque chose à éliminer avant qu'il ne morde. Sans réfléchir, sans appeler, sans chercher à comprendre, elle attrapa la machette posée contre le mur, un geste rapide, presque automatique. Ses mains tremblaient un peu mais sa décision était déjà prise. Elle leva la machette et frappa de toutes ses forces, une seule fois, puis une deuxième pour être sûre. Le serpent se débattit à peine avant de s'immobiliser complètement. Le silence retomba dans la cour, lourd et étrange. Mina regarda le corps du serpent étendu sur la terre. Son souffle était rapide, mais au fond d'elle, elle se sentit fière, soulagée même. Elle pensa avoir fait ce qu'il fallait, avoir protégé la maison. Elle redressa les épaules et cria d'une voix forte, presque joyeuse, « Laurent! Maman! Venez voir ce que j'ai tué !» La mère de Laurent sortit la première, essuyant ses mains sur son pagne, prête à remercier Mina pour le ménage, mais dès qu'elle vit le serpent mort, son visage changea, toute la couleur quitta sa peau, ses yeux s'agrandirent, ses jambes commencèrent à trembler. Elle porta une main à sa poitrine comme si l'air lui manquait. Elle ne parlait pas,
aucun son ne sortait de sa bouche. À ce moment-là, une femme du village passa devant la cour, elle s'arrêta net, regarda le sol, reconnut le serpent, puis leva les bras au ciel et se mit à crier d'une voix qui fendit le matin, « Abomination! Une étrangère a tué notre protecteur. » Et ce cri réveilla tout le village. Les cris se propagèrent rapidement, comme un feu poussé par le vent, et en quelques minutes tout le village fut en mouvement, des hommes quittèrent les champs en laissant leurs outils, des femmes sortirent du marché en abandonnant leurs paniers, des enfants coururent derrière les adultes, tous se dirigeaient vers la cour, attirés par la rumeur et par la peur, quand ils virent le serpent mort étendu sur la terre, un silence lourd s'installa, un silence rempli de choc et d'incompréhension. Les anciens arrivèrent à leur tour, lentement, avec gravité, ils formèrent un cercle autour du serpent, aucun ne parlait, leur regard était fixé sur le corps immobile, comme s'ils lisaient un message invisible, puis doyen Makoa, le plus vieux d'entre eux, s'avança, son dos était courbé par l'âge, ses cheveux blancs comme la cendre, il leva les yeux vers Mina, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse, il secoua lentement la tête, une fois, puis une deuxième, comme quelqu'un qui sait déjà que le mal est fait et qu'on ne peut plus revenir en arrière. À ce moment-là, Laurent s'avança précipitamment, la voix tremblante, il expliqua que Mina ne savait pas, qu'elle venait d'ailleurs, qu'elle n'avait pas connu les traditions, il parla d'ignorance, de malentendu, d'erreur, il rappela qu'elle avait agi sans mauvaise intention, qu'elle voulait juste aider et protéger la maison, mais ces mots tombaient dans le vide, les anciens restaient silencieux, leurs visages fermés, car pour eux, ce qui avait été fait dépassait les explications humaines. Après un long moment, doyen Makoa prit la parole d'une voix lente et grave, il dit que le verdict était clair, que le serpent n'était pas un simple animal, qu'il était un protecteur ancien du village, lié aux esprits et aux ancêtres, et que sa mort ne pouvait pas rester sans réponse. La décision tomba alors, lourde comme une pierre, Mina devait être retenue, surveillée, en attendant le jugement des dieux. Un murmure parcourut la foule, mêlé de peur et de résignation. Le soir venu, quand le ciel devint sombre et que les torchers furent allumés, le grand prêtre sortit du sanctuaire, vêtu de ses habits rituels, son visage était sérieux, sa voix ferme et sans hésitation, il déclara devant tous, « Les dieux demandent un sacrifice, si cela n'était pas fait, la sécheresse viendrait, puis la maladie, et enfin la mort s'abattrait sur le village, et personne ne douta de ses paroles. » Laurent était brisé de l'intérieur, son esprit ne trouvait plus de repos et son cœur battait comme s'il allait se déchirer, il passa la journée à supplier, à aller d'un ancien à l'autre, la voix cassée, les yeux rouges, il proposa de l'argent, beaucoup d'argent, il parla de rites de purification, de cérémonies spéciales, il promit un enterrement digne du serpent, avec des prières, des offrandes et le respect dû à un protecteur, mais rien, absolument rien, ne changea la décision prise, les visages restaient fermés, les réponses courtes, comme si tout avait déjà été scellé. À mesure que la nuit tombait, la peur grandissait en lui, il regardait le ciel sombre, les étoiles silencieuses, et comprenait que le temps jouait contre eux. Mina était enfermée, seule, terrifiée, attendant un sort qu'elle ne comprenait toujours pas vraiment. Laurent sentit alors qu'il ne pouvait plus rester immobile, qu'obéir signifiait la perdre, et qu'il ne se le pardonnerait jamais. Cette nuit-là, pendant que le village dormait profondément, épuisé par les émotions de la journée, Laurent prit son courage à deux mains, son cœur battait fort dans sa poitrine, chaque pas lui semblait trop bruyant, il se glissa hors de la maison, longea les murs, évita les feux presque éteints, et arriva devant la maison de détention. Les gardes dormaient à l'entrée, assis contre le mur, leurs lances posées à côté d'eux, la tête penchée, vaincus par le sommeil. Laurent entra sans faire de bruit, l'intérieur était sombre, l'air lourd, Mina était allongée sur le sol, quand elle sentit une présence, elle ouvrit les yeux, leurs regards se croisèrent, et à cet instant, ils n'eurent pas besoin de parler, aucun mot n'était nécessaire, tout était déjà compris, la peur, l'amour, l'urgence, il lui tendit la main, elle se leva, et ensemble, ils sortirent dans la nuit. Ils s'enfuirent à travers les champs, les pieds glissant sur la terre humide, le souffle court, passant par des sentiers étroits, évitant les maisons, se cachant au moindre bruit. La nuit semblait interminable, mais ils continuaient, sans s'arrêter, jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. À l'aube, fatigués, couverts de poussière, le cœur encore battant, ils atteignirent enfin la route menant à la ville. Derrière eux, le village dormait encore, ignorant que son destin venait de basculer. Au matin, quand le soleil se leva sur le village, un cri rompit le calme habituel, la maison de détention était vide, Mina avait disparu,
et très vite la nouvelle se répandit, les hommes sortirent précipitamment de chez eux, les femmes se rassemblèrent, les anciens furent appelés, la panique s'installa, car pour tous, cette fuite ne pouvait qu'aggraver la colère des dieux, chacun attendait le pire, la sécheresse annoncée, la maladie, la mort, tout ce qui avait été prédit. Les heures passèrent, puis la journée entière, et pourtant, rien ne se produisit, le ciel resta clair, l'air doux, aucun signe de malheur n'apparut, au contraire, dans l'après-midi, de gros nuages sombres arrivèrent lentement, le vent se leva, et une pluie régulière commença à tomber sur les champs, une pluie attendue depuis longtemps, qui pénétra la terre sèche et la fit respirer à nouveau. Les jours suivants, les villageois observèrent avec étonnement les récoltes pousser plus vite que prévu, les feuilles devenaient vertes, les tiges solides, les greniers se remplissaient, les enfants, que l'on craignait de voir tomber malades, couraient encore dans les cours, riaient, mangeaient bien, aucun d'eux ne fut touché, la vie continuait, et même mieux qu'avant, ce qui troubla profondément les esprits. Face à cette situation incompréhensible, les anciens se réunirent de nouveau, leur visage était sérieux, mais leur certitude avait vacillé, ils décidèrent de consulter une fois encore le grand prêtre, car quelque chose ne correspondait pas aux signes annoncés. Pendant 2 jours entiers, le prêtre resta au sanctuaire, priant, méditant, parlant aux dieux, sans sortir, le village entier attendait, dans le silence et l'inquiétude. Le 3e jour, il revint enfin parmi les habitants, son visage avait changé, son regard était plus doux, sa voix moins dure, et devant tous, il prit la parole, il déclara lentement, avec gravité. Les dieux ont vu le cœur de Mina, elle a agi par ignorance, non par malice, ils ont vu son intention et non seulement son geste, et pour cela, ils ont choisi la miséricorde plutôt que la punition. Un long silence suivit, puis un souffle de soulagement parcourut le village, chacun comprit alors que même les lois anciennes pouvaient être éclairées par la compassion, et que le cœur d'une étrangère avait parlé plus fort que la peur. Quelques semaines plus tard, alors que Laurent tentait encore de reconstruire sa vie loin du village, il reçut un message venu de Candéa, un message court mais lourd de sens. On lui disait qu'il pouvait revenir, que les dieux avaient parlé, que le danger était écarté, que sa faute était effacée. Pour le village, l'histoire pouvait se refermer ainsi, comme si rien ne s'était vraiment passé, comme si tout pouvait reprendre sa place d'avant. Laurent lut le message plusieurs fois, le cœur partagé, il pensa aussitôt à Mina, à ce qu'elle avait vécu, à la peur dans ses yeux cette nuit-là, aux cris, aux chaînes, à la fuite dans l'obscurité. Quand il lui annonça la nouvelle, Mina resta silencieuse longtemps, puis elle secoua doucement la tête, elle refusa de revenir, non par haine, non par colère, mais parce que la peur était trop profonde, trop ancrée. Elle savait que même pardonnée, elle resterait toujours l'étrangère qui avait tué le serpent, et elle ne voulait plus jamais vivre avec cette menace au-dessus de sa tête. Laurent comprit, même si cela lui faisait mal, il retourna donc seul à Candéa, une dernière fois, pour accomplir les rites demandés. Il se présenta devant les anciens, participa aux cérémonies, offrit ce qu'il fallait offrir, demanda pardon selon les règles du village, sans discuter, sans se défendre, puis quand tout fut terminé, il salua ses parents, remercia ceux qui l'avaient soutenu en silence, et repartit définitivement, sans promesse de retour. Il rejoignit Mina ailleurs, loin des regards, loin des jugements, dans un endroit où il pouvait respirer librement. Là-bas, ils se marièrent selon des traditions qu'ils comprenaient tous les deux, des rites simples, choisis ensemble, où chacun savait pourquoi il faisait chaque geste, et pour la première fois depuis longtemps, Laurent sentit la paix. À Candéa, les serpents restèrent sacrés, personne ne remit cela en cause ouvertement, les rituels continuèrent, les anciens gardèrent leur place, mais quelque chose avait changé, discrètement, profondément. Les jeunes commencèrent à poser des questions, à demander des explications, à vouloir comprendre avant d'obéir. Les traditions existaient toujours, mais elles n'étaient plus jamais acceptées sans réflexion. Mais parfois, une simple erreur, commise sans malice, ouvre les yeux d'un village entier, et laisse une trace que même le temps ne peut effacer.